Nous avons la grande chance d'avoir Fabrice Denis, le professeur Fabrice Denis, qui est avec nous. Vous allez traiter, Fabrice Denis, de deux sujets, deux communications que je vais vous laisser présenter. Peut-être un mot sur vous. Alors, celles et ceux qui s'intéressent à la cancérologie vous connaissent bien, mais vous allez peut-être nous dire quel est le sens de vos activités actuelles et surtout d'un projet particulièrement intéressant que vous menez au Mans. Merci pour cette organisation. Donc, je suis cancérologue depuis une vingtaine d'années et radiothérapeute. Et j'ai deux passions dans la vie qui sont la biologie et l'informatique, en plus de cette activité médicale. Et donc, j'ai créé il y a quelques années des applications, dont une qui a fait l'objet d'un remboursement, qui faisait de la détection de rechute de cancer en télésurveillance. On en a un peu parlé avec la cardio. Et après 20 années de traitement ou de tentative de traitement du cancer, je me suis mis à penser à faire de l'évitement du cancer et de la prévention. Et donc on a ouvert depuis 6 mois un institut au Mans qui s'appelle Astrium, qui fait de la prévention primaire et secondaire de pathologies chroniques en se basant sur l'épreuve et pas sur de l'exotisme. Et tout cela est issu des 2 dernières années de recherche scientifique et médicale publiées, dont on va faire justement un écho ici. Alors, génomique et génétique. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le génome? Le génome, c'est le matériel génétique, donc votre ADN, qui code ou pas pour des gènes. L'exome, c'est uniquement la partie qui donne naissance à des gènes. Donc, on parlera pas mal de l'exome plutôt que du génome. Le génome actionnable, ça, c'est une sous-catégorie du génome. Ça concerne les gènes qui donnent des maladies, comme le cancer ou des maladies cardiaques ou métaboliques. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment les maladies génétiques ou les cancers génétiques. Et la pharmacogénétique, c'est l'analyse de l'influence des variations de vos gènes sur la réponse aux médicaments. Et vous allez voir que ça, c'est un game changer, une révolution, il n'y a pas d'autre mot. Alors, la génomique actionnable. Donc, en quoi il serait intéressant de savoir si vous avez en vous un gène qui vous prédispose à faire des cancers ou des maladies cardiaques? Eh bien, les Islandais se sont posé la question, il n'y a pas longtemps. Ils ont étudié le génome entier de 58 000 Islandais, soit quasiment un tiers de la population. Et ils ont regardé, en gros, en fonction des mutations qu'ils trouvaient, combien de temps ils vivaient. Voilà. Globalement, ils ont trouvé 235 mutations génétiques qui concernent 53 gènes. Ce sont des gènes qui prédisposent à des cancers familiaux, du coup, qu'on se transmettra une fois sur deux, de façon dominante, ou des maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Donc il y avait quand même, on a trouvé 53 gènes intéressants. Alors, en quoi ce serait intéressant qu'on me trouve, moi, un gène de prédisposition au cancer? Parce qu'en fait, si je le sais, j'aurai un suivi spécifique pour essayer de découvrir, avant qu'il y ait une maladie ennuyeuse, on va dire, quelque chose. Donc avec, par exemple, on sait qu'une dame qui a une mutation du gène BRCA, il est très heureux de lui faire des IRM mammaires plutôt que des mammographies et de les faire plus tôt. C'est comme ça qu'on évitera qu'elle ait un cancer grave. Donc ça permet de cibler, le fait de connaître ce statut de génome actionnable, ça permet de faire un suivi particulier. Actionnable, ça veut dire sur lequel on peut agir. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des gènes pour lesquels on ne pourra rien faire. Ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour dire vous allez faire une maladie de Charcot dans 6 mois, super, il n'y a pas de traitement. Donc, non, l'idée c'est d'aller chercher des gènes pour lesquels on peut faire une modification de la longévité ou de l'espérance de vie. Alors évidemment, quand on sait qu'on a tel ou tel cancer, il y a même des mesures de prévention chirurgicale, parfois. Il est bon ton d'enlever les ovaires quand on a une mutation BRCA, ça évite de faire un cancer des ovaires et du sein. Et bien sûr, ça permet de dire aux gens, surtout, vous avez déjà un gène de prédisposition au cancer, ça serait peut-être bien de ne pas vous rajouter d'autres facteurs de risque, parce que là, vous pouvez faire exploser votre risque. Donc là, on peut personnaliser les choses. En cardiologie, on vient d'en parler, c'est la même chose. Si on sait que vous avez un gène de prédisposition à un QT long ou une cardiomyopathie, vous allez voir des électrocardiogrammes de temps en temps, une échographie cardiaque, on vous dira de faire tel ou tel sport ou d'éviter tel ou tel sport, voire on vous donnera des médicaments préventifs. Donc tout cela n'est pas inutile. Et ce n'est pas inutile de sorte que ça a même été quantifié chez les Islandais. 4% des Islandais, donc je pense qu'on n'est pas très loin en termes de code génétique des Islandais, mais 4% des Islandais ont au moins un gène de prédisposition à une de ces maladies. Cancer, maladie cardiaque ou diabète. Donc 1 sur 25 a un gène. On sait que ceux qui ont un gène de prédisposition à une maladie chronique ont globalement une espérance de vie qui est un peu plus courte, 1 an de moins.
Bon, ça paraît pas beaucoup. En même temps, comme on sait qu'ils ont ce gène, on fait des mesures de protection, de prévention au maximum. Mais globalement, on a 10% des personnes qui décèdent avant 69, enfin, qui ont un gène de cancer ou autre. Eh bien, on a 10% qui décèdent avant 69 ans, alors que ceux qui n'ont pas de mutation génétique prédisposant ces maladies, eux, ils vivent. Enfin, il y en a 10% seulement qui meurent 4 ans plus tard. Donc, on vit quand même un petit peu plus longtemps. Ça n'a pas d'incidence sur les gènes de cardio, les gènes cardiologiques et métaboliques. Donc c'est normal, hein, il y a plus de traitements dans ces domaines qu'en cancéro. Globalement, ce qu'on sait, c'est que pour le gène spécifique du cancer, quand on a un gène de prédisposition à un cancer, on a une espérance de vie qui est réduite de 3 ans. Alors, cet article a été intéressant parce qu'ils ont permis de sortir la liste des gènes qu'il faudrait ou qu'on pourrait proposer en population générale sur d'autres maladies que le cancer, mais essentiellement des maladies métaboliques ou des maladies hépatiques qui ne tuent pas mais rendent parfois très malades. Et donc, théoriquement, si demain on disait on fait du génome actionnable à tout le monde, ben, on sait quel gène il faut chercher parce qu'on sait qu'en face, quelle mesure de prévention doit être appliquée. Alors, c'est peut-être de la science-fiction, mais à mon avis, ça ne va pas l'être longtemps. Autre élément, la génomique préventive. C'est-à-dire que c'est essayer de savoir en fonction de votre code génétique si on doit vous proposer là aussi des mesures de dépistage particuliers. Par exemple, on sait que le mélanome, c'est un cancer de la peau qui n'est pas sympathique, surtout dans les formes tardives, puisque l'espérance de vie est de moins de 20% à 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de dermatologues, c'est encore pire que les cardiologues tout à l'heure, hein, c'est 3 dermatos pour 100 000 habitants, donc pensez bien qu'ils ne peuvent pas regarder la peau de tout le monde. Les délais rendez-vous sont très longs. Et l'idée a été de construire un test génétique de triage des patients pour faire un dépistage à haut débit de gens à risque ou pas. L'idée, c'est de dire, ben voilà, on vous fait une prise de sang, vous avez un risque élevé de faire un mélanome, donc vous êtes prioritaire pour accéder à un dermatologue pour qu'il vous suive préventivement. Donc, ça consiste en un questionnaire clinique, donc couleur des yeux, couleur de la peau, etc. Une prise de sang qui va mesurer 3 gènes de prédisposition au mélanome, et vous serez classé entre faible risque, risque intermédiaire et haut risque de mélanome, et en fonction, vous aurez un suivi de dépistage, de prévention qui sera particulier. Si vous avez un risque faible, ce n'est pas la peine de voir un dermatologue. Si vous avez un risque élevé, en voir un tous les 6 mois pour qu'il regarde vos grains de beauté, ce sera parfait. Là, on est encore sur de la prévention personnalisée basée sur du génome. Et donc, comme disent les jeunes, le banger, c'est-à-dire le top du top, c'est la pharmacogénétique. Alors la pharmacogénétique, en fait, c'est la possibilité d'analyser les enzymes du foie qui éliminent les médicaments, ce qu'on appelle les cytochromes. Et on est capable de faire une évaluation de près de 120 médicaments assez fréquemment prescrits dans tous les domaines, hein, cancer, cardio, toutes les pathologies, antidouleurs, antidépresseurs, etc. On est capable de savoir pour un individu comment il va éliminer ces produits en fonction de cette cartographie. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir dire à un individu, voilà, je dois vous donner un anti-ulcéreux, vous avez un ulcère à l'estomac, ben, il vous faut telle molécule à telle dose pour éviter une toxicité et pour éviter une inefficacité. Donc faire vraiment du traitement à la carte en fonction de l'élimination de chacun des médicaments. Vous avez compris le principe? Alors on va voir. Une étude qui a été donc publiée en fin 2023 dans le Lancet, 7000 patients de 7 pays. On a analysé 12 gènes de cytochrome. Et c'est une étude randomisée, multicentrique, enfin du Lancet, quoi, hein, dans plein d'indications, les médicaments, cardio, gastro, neuro, onco. Et on délivrait des traitements en fonction de ce passeport, si on peut dire, qui listait les médicaments en fonction de leur risque d'anomalie et d'anomalie de l'élimination. Donc vous avez des patients, par exemple, qui avaient cette liste de médicaments avec un risque élevé de toxicité, ici un risque élevé de non-efficacité parce qu'ils éliminent les produits trop vite, et puis ici un risque normal pour lequel on peut donner une dose normale. Donc tirage au sort, on donne des médicaments pour toutes les indications classiques, et on regarde ceux qui ont eu cette liste que le médecin traitant a utilisée par rapport à ceux qui n'avaient pas de pharmacogénétique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 30% d'effets secondaires en moins, tout médicament, lorsqu'il y avait ce passeport de pharmacogénétique. Et ça n'évaluait que la toxicité. Donc moins 30% d'effets secondaires, avec des curiosités, c'est que pratiquement, 94% des individus avaient au moins un variant par rapport à la normalité de l'élimination d'au moins un médicament. Donc ça concerne en gros tout le monde ici. Hein. Alors vous avez par exemple 30% des gens qui avaient un variant sur l'élimination des statines, les anticholestérols, ce qui donne de temps en temps des courbatures. Ben là, on peut le prévoir à l'avance, vous allez voir.
Donc il y a un vrai sujet d'adaptation des médicaments avec une réduction des toxicités. Ça a été quantifié à près de 20 milliards d'euros d'économies par an si une population entière avait accès à cette technologie, en sachant que les Suisses, par exemple, la remboursent. Alors, un exemple de mise à l'échelle, c'est une population cardiologique. Là, c'était patients, près de 4000 patients qui avaient une prescription d'un médicament anticoagulant, anti-agrégant pour éviter de boucher ses artères, qui est le clopidogrel. Et donc, l'idée était de voir ce qui se passait, comment les gens éliminaient ce médicament, parce qu'on a observé que ceux qui prennent cet anticoagulant, de temps en temps, ils saignent de trop, et de temps en temps, ils bougent quand même leurs artères. Et bien, il y a effectivement un vrai sujet, parce qu'en fait, il y a pratiquement 40% des individus, 38%, qui n'éliminent pas le clopidogrel comme tout le monde. Soit ils l'éliminent trop vite, soit ils ne l'éliminent pas assez. Et ce qui a été montré, c'est que ceux qui l'éliminent pas assez, qui éliminent, on va dire, mal ce médicament, eh bien, ils sont à risque, pour un quart d'entre eux, de faire des sténoses, des thromboses, qui pourraient être évitables juste en doublant la dose. Donc on sait qu'une personne va boucher ses artères malgré la prise d'un anticoagulant, pour 30 si on ne fait pas ces tests. Et donc le coût, une fois que c'est bouché, apparemment ça coûte cher quand ça se rebouche. Alors on pourrait éviter cela simplement en faisant une pharmacogénétique, et on va voir un exemple tout à l'heure, pour savoir comment la cytochrome P2C19 élimine le produit et adapter la dose en fonction. Et ça va devenir une recommandation, ça, de faire une pharmacogénétique avant de prescrire le clopidogrel. On a une obligation de moyens, donc c'est normal. Alors, on a fait, nous, une étude sur 30 personnes tout venant en leur faisant faire un test de pharmacogénétique. Voilà, bonjour, vous venez faire un bilan, eh bien, on va vous faire une pharmacogénétique sur 120 molécules, tout domaine. Et bien, ce qu'on a observé, c'est intéressant, c'est que 100% des patients avaient au moins un variant. Et la moyenne, c'était qu'il y avait 27% des 120 molécules que l'on testait qui étaient impactées. En moyenne, il y a pratiquement un quart des molécules anti-ulcéreuses, statines, etc., qui devraient être adaptées pour les patients. Mais tout le monde, ici, a un variant, sans le savoir. Et ce qu'on a observé notamment, c'est que 100% des gens ont des variants sur les inhibiteurs de pompe à protons. C'est-à-dire, on devrait choisir quel anti-ulcéreux on donne en fonction de la pharmacogénétique. 2 tiers ont des variants pour les statines, pratiquement tous sur les antidépresseurs, tous en cardio et en vasculaire. Et en cancéro, près de 2 tiers, et en douleur, près de 2 tiers. C'est-à-dire qu'il y a des patients, vous pouvez leur donner de la morphine, ça ne leur fera rien, évidemment, ils métabolisent tellement vite le produit, pas efficace. Alors la combinaison de pharmacogénétique, donc les médicaments, et génomique actionnable, est-ce qu'elle a été évaluée pour voir quel intérêt ça aurait de faire la combinaison des deux chez un maximum de gens? Ben oui, ça vient juste. À Toronto, on a pris 139 patients qui avaient des cancers. Bon, ils étaient un peu sélectionnés et on leur faisait ces analyses de génome actionnable pour voir s'ils avaient une maladie génétique qui pourrait être actionnée, évitée, prévenue, et en voyant aussi ce qui se passait avec leurs médicaments. Bon, bah là, c'est la même chose. Quasiment tous ont au moins un variant de pharmacogénétique, donc des anomalies qui conduisent à des toxicités évitables ou des inefficacités de traitement. Et puis 15% avaient une maladie actionnable, donc quand on cherche, on trouve, donc avec des conduites spécifiques. Et donc 3/4 avaient une modification de leur prise en charge grâce aux éléments de cette génomique actionnable et pharmacogénétique. Donc il y a un impact, globalement, on a 28% de modification pour toute la cohorte, quelles que soient les choses que l'on va trouver. Alors, des cas cliniques, ça parle bien. Une dame de 28 ans vient faire un bilan de pharmacogénétique, elle est sous pilule, elle n'a aucun antécédent, tout va bien dans sa vie, sauf qu'on trouve une mutation hétérozygote du facteur 5, c'est-à-dire une mutation qui prédispose à faire des caillots. Mais elle ne le savait pas, elle ne le sentait pas. Manque de bol, elle prend des œstroprogestatifs et les œstrogènes sont formellement contre-indiqués quand on a ce type de mutation. Le sachant, on lui a fait arrêter ses œstroprogestatifs, on a changé de pilule. Alors c'est vraiment le truc anodin, c'est juste une ordonnance, arrêtez ça et prenez ça. On sait qu'on lui a empêché un risque très élevé d'embolie pulmonaire ou de thrombose qu'elle aurait eu possiblement en continuant cette molécule qui n'était pas du tout adaptée à sa pharmacogénétique. Un deuxième cas, un patient qui est sous anti-ulcéreux, il fait des œsophagites à répétition, et malgré son traitement, il est tous les 2 mois aux urgences parce qu'il y a une aggravation, en gros ça ne fait rien son traitement. On lui fait une pharmacogénétique et on trouve qu'il a une cytochrome, celle-ci, qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Mais bon, c'est pas que c'est anormal, mais il est comme ça. Et du coup, on adapte la dose grâce aux données de cette pharmacogénétique. On sait qu'il faut doubler la dose.
On a doublé la dose et il n'a plus jamais été aux urgences parce qu'il avait la bonne dose et sans pour autant avoir de toxicité. Donc on n'est pas tous fait pareil en fait vis-à-vis des médicaments. Un autre cas d'un patient qui a du cholestérol, il est sous une statine, celle-ci. Bon, il a mal partout, ça arrive, des courbatures liées aux statines, c'est pas très agréable. On lui fait un bilan de pharmacogénétique et qu'est-ce qu'on trouve ? En fait, il ne devrait pas avoir plus de 40 mg parce qu'il a une métabolisation qui est diminuée de cette statine. En gros, il ne l'élimine pas. Donc elle s'accumule, et il a des toxicités. Par contre, on sait que celle-ci de statine est adaptée vis-à-vis de son métabolisme et n'aura pas les mêmes inconvénients. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, un dernier cas avec justement le fameux antiagrégant, le clopidogrel, un patient qui avait une artérite, donc des artères qui se bouchaient, il avait fumé, il avait une maladie de Burgess, et donc une maladie qui bouche les artères avec le tabac. Il bouche une artère, on l'ampute, c'est normalement ce qu'on veut éviter lorsqu'on prend le clopidogrel. On lui fait a posteriori une pharmacogénétique parce qu'on avait vu que sa fille avait justement une anomalie de pharmacogénétique, elle éliminait pas bien le clopidogrel, lui pareil, et en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est lui doubler la dose, parce qu'en fait, il élimine trop rapidement, on l'a vu tout à l'heure, le clopidogrel, du coup, il n'est pas efficace. Bon, après, est-ce que ça lui aurait évité d'être bouché ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà le principe. Alors évidemment, je vais remettre tout de suite mon affichage, mais c'était terminé. Bravo, c'est fini. Oui, alors il y a eu une ligne de conclusion, donc... Ouais, mais vous la ferez voilà, à la table. mais voilà, c'est terminé, tout à fait. Super, bravo Fabrice. Merci à vous. Denis.